Je suis Elia, gardien des archives. Chaque dossier raconte une histoire. Certains refusent encore de livrer leur vérité. Ouvrons celui-ci, les archives. Dossier 001, le Mary Celeste, une enquête d'Elias. 1000 dossiers, navires perdus, épaves retrouvées. Explorateurs perdus, campements trouvés, expéditions échouées. Des dossiers qui refusent de livrer leur dernier chapitre. On y trouve des rapports, des cartes, des témoignages, des journaux de bord, des expertises, parfois même des photographies. Tout semble réuni pour comprendre. Et pourtant, la vérité demeure hors de portée. Le dossier que nous allons ouvrir aujourd'hui appartient à cette catégorie. Depuis plus de 150 ans, des historiens, des capitaines, des magistrats et des scientifiques tentent d'expliquer ce qui est arrivé au Mary Celeste. Ils disposent des archives officielles. Ils disposent du journal de bord. Ils disposent des rapports de l'enquête menée à Gibraltar. Ils disposent même du navire lui-même. Mais malgré tout cela, une question demeure. Que sont devenues les 10 personnes qui se trouvaient à bord? Le 4 décembre 1872, en plein océan Atlantique, le brigantin britannique Dei Gratia poursuit sa route vers Gibraltar. La traversée touche bientôt à sa fin. Le temps est calme. Le vent souffle régulièrement. La visibilité est excellente. Peu avant midi, un marin distingue une voile à l'horizon. À cette époque, cette vision n'a rien d'exceptionnel. L'Atlantique est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Des centaines de navires la parcourent chaque année. Le capitaine David Morehouse observe néanmoins le bâtiment avec sa longue vue. Très vite, quelque chose attire son attention. Le navire avance. Mais sa route paraît étrange. Il dérive plus qu'il ne navigue. Ses voiles sont encore déployées. Son gréement semble tenir bon. Sa coque ne présente aucun dommage visible. Pas un seul homme n'apparaît sur le pont. Aucun marin ne grimpe dans la mâture. Aucun officier ne se tient près de la barre. Aucun signal n'est envoyé. Le silence devient lui-même une anomalie. David Morehouse ordonne de modifier légèrement sa route. Le Dei Gratia se rapproche, mètre après mètre. Le navire prend forme. Le bois porte encore les marques du sel. Les voiles battent doucement sous le vent. Les cordages grincent. Tout semble vivant, sauf l'équipage. Lorsque Morehouse distingue enfin le nom inscrit sur la poupe, il reste immobile. Ce navire, il le connaît. Quelques semaines plus tôt, à New York, son capitaine partageait encore sa table. Ils avaient parlé de la traversée, de leur famille, de la météo. Ils s'étaient souhaité bon vent. Le nom peint sur la coque ne laisse aucun doute. Mary Celeste. David Morehouse connaît également son capitaine, Benjamin Spooner Briggs. Un marin prudent, expérimenté, respecté par tous ceux qui ont navigué avec lui. Jamais un homme comme Briggs n'abandonnerait volontairement son bâtiment. Jamais sans une raison suffisamment grave pour mettre en danger chaque personne présente à bord. Une chaloupe est immédiatement préparée. Le second capitaine, Oliver Deveau, reçoit l'ordre d'inspecter le brigantin. 4 hommes prennent place dans l'embarcation. Personne ne parle. Les rameurs avancent lentement. À mesure qu'ils approchent, le sentiment d'étrangeté grandit. Les voiles claquent. Le bois craque doucement sous l'effet de la houle. Une poulie frappe régulièrement le grand mât. Chaque bruit semble résonner plus fort qu'il ne le devrait, parce qu'aucune voix humaine ne vient les couvrir. Oliver Deveau est le premier à monter à bord. Il attend, écoute, observe. Puis il appelle « Capitaine Briggs !» Le vent emporte immédiatement sa voix. Aucune réponse. Il recommence. Toujours rien. Les autres inspecteurs montent à leur tour. Ils parcourent le pont. Il est désert. La barre n'est tenue par personne. Les cordages sont encore lovés. Les voiles sont toujours établies. Aucun signe de panique. Aucun signe de combat. Ils ouvrent la porte de la cabine du capitaine. Les cartes marines sont toujours là. Les papiers de Benjamin Briggs également. Sa couchette est en ordre. Sa cabine ne porte aucune trace de violence. Ils poursuivent leur inspection. La cabine de Sarah Briggs est intacte. Ses vêtements sont encore rangés. Les effets personnels de la famille occupent toujours leur place. Puis ils découvrent les jouets de la petite Sophia. Une poupée. Quelques objets d'enfants, abandonnés dans le silence. Les hommes poursuivent leurs recherches. Ils inspectent la cambuse. Les réserves de nourriture sont presque intactes. L'eau potable est encore largement suffisante. Ils descendent dans la cale. La cargaison est toujours là. Les tonneaux n'ont pratiquement pas bougé. Le navire est parfaitement capable de poursuivre sa route. Une seule chose manque. Les 10 personnes qui avaient quitté New York quelques semaines auparavant. Pas un corps, pas une trace de sang, pas un appel au secours, pas un mot expliquant leur disparition. Seulement un navire vide, qui continue de flotter. Depuis ce jour, des générations entières tenteront de résoudre cette énigme. Certaines chercheront la réponse dans les rapports officiels, d'autres dans les journaux de bord, d'autres encore dans les récits de marins. Toutes finiront par se heurter au même silence. Avant d'examiner les hypothèses, revenons au commencement. Revenons au moment où le Mary Celeste n'était encore qu'un simple navire marchand. Revenons au 5 novembre 1872, dans le port de New York, là où personne, pas même Benjamin Briggs,
N'imaginez que ce voyage entrerait dans l'histoire. New York, le matin du 5 novembre 1872. Le port de New York s'éveille bien avant le lever du soleil. Des silhouettes apparaissent déjà dans la pénombre. Les premiers dockers arrivent en silence. Les lanternes éclairent les quais. Les chevaux tirent des charrettes chargées de caisses, de sacs de farine, de barils et de cordages. L'air est froid. Une légère brume flotte encore au-dessus de l'East River. Les cloches des navires résonnent au loin. Les mouettes tournent au-dessus des mâts. Pour des milliers d'hommes, cette journée ressemble à toutes les autres, pour l'histoire. Elle est sur le point de devenir inoubliable. Le Mary Celeste est amarré depuis plusieurs jours. Vu depuis le quai, rien ne le distingue des autres brigantins. Sa coque est solide. Ses mâts dominent les bâtiments voisins. Ses voiles sont soigneusement carguées. Les charpentiers ont terminé les dernières vérifications. Les voiliers ont inspecté chaque couture. Les calfats ont contrôlé les bordages. Tout indique que le bâtiment est prêt à reprendre la mer. Benjamin Spooner Briggs est déjà à bord, depuis plus d'1 heure. Comme à son habitude, il préfère inspecter lui-même chaque détail avant un départ. Non par méfiance envers son équipage, mais parce qu'il considère qu'un capitaine reste responsable de tout, même de ce qu'il n'a pas vu. Les archives décrivent Benjamin Briggs comme un homme méthodique, presque obsessionnel. Il ne traverse jamais le pont sans observer les voiles. Il ne descend jamais dans la cale sans vérifier les panneaux. Il ne termine jamais une inspection avant d'avoir recommencé une seconde fois. Cette discipline ne lui vient pas de la marine. Elle lui vient de son père. Dans la famille Briggs, on apprend très tôt qu'un navire ne pardonne jamais la négligence. La mer accepte les erreurs. Puis, elle les fait payer. Benjamin n'a jamais oublié cette leçon. Il descend une nouvelle fois dans la cale. La lumière y est faible. L'odeur du bois humide se mélange à celle de l'alcool industriel. Les tonneaux remplissent presque tout l'espace disponible. Ils sont alignés avec précision. Chaque rangée est maintenue par des calages en bois. Benjamin passe lentement entre eux. Il pose parfois la main sur un cerclage métallique. Il vérifie qu'aucun tonneau ne puisse bouger pendant la traversée. Plusieurs ouvriers terminent encore le chargement. Ils connaissent le capitaine. Ils savent qu'il inspectera leur travail. Ils prennent donc leur temps. Benjamin ne dit presque rien. Il observe. Il écoute. Il regarde un marin replacer une cale. Un autre resserrer une fixation. Un troisième terminer l'inventaire. Puis il remonte sur le pont. Le soleil commence enfin à apparaître derrière les bâtiments du port. La ville s'animait. Le bruit devient plus intense. Des dizaines de navires chargent leurs marchandises. D'autres lèvent déjà l'ancre. Le Mary Celeste attend encore. Benjamin consulte une dernière fois les documents de bord. Le manifeste de cargaison. Les autorisations de départ. Les registres du port. Tout est conforme. La destination est claire. Gênes. La traversée devrait durer environ 1 mois. Si les vents restent favorables, il lève les yeux vers le ciel. Les nuages sont hauts. Rien n'annonce un changement brutal de météo. Pour un marin, le temps est une conversation permanente. Benjamin observe les nuages comme d'autres lisent un livre. Aujourd'hui, le ciel semble lui promettre un voyage tranquille. Quelques instants plus tard, une voiture s'arrête près de la passerelle. Sarah Briggs descend la première. Elle tient Sophia dans ses bras. La petite fille serre contre elle une poupée de chiffon. Personne ne peut imaginer que cette poupée deviendra, des années plus tard, l'un des objets les plus célèbres de toute cette affaire. Benjamin rejoint sa famille. Les témoins raconteront plus tard que le couple semblait serein. Rien ne trahit une inquiétude. Rien ne laisse penser qu'il s'agit de leurs derniers instants à terre. Sophia découvre le navire avec l'émerveillement d'un enfant. Chaque corde attire son regard. Chaque poulie devient un jouet. Elle rit en voyant les mouettes suivre les embarcations qui quittent le port. Benjamin l'observe quelques secondes. Puis son regard revient immédiatement vers le navire. Même auprès de sa famille, il reste capitaine. Le second officier vient lui remettre le dernier état de chargement. Benjamin le relit entièrement, ligne après ligne. Le nombre exact de tonneaux, les réserves d'eau, les vivres, les pièces de rechange, les lampes, l'huile, les médicaments. Tout est noté, tout est vérifié. Il signe finalement le registre. À cet instant, le Mary Celeste est officiellement prêt à appareiller. Personne ne se presse. Les grands départs ressemblent rarement aux scènes que montrent les films. Ils sont faits d'attente, de vérification, des gestes répétés des centaines de fois. C'est précisément cette banalité qui rend cette histoire si troublante, parce que rien, absolument rien, ne permet encore d'imaginer ce qui va suivre. Dans quelques minutes, les amarres seront larguées. Le Mary Celeste quittera définitivement New York, pour la dernière fois de son histoire. Avec Benjamin Briggs à sa barre, Elias raconte le moment de larguer les amarres, vers le milieu de la journée. Le moment du départ approche. Le tumulte du port continue autour du Mary Celeste. Pour les dockers, un navire qui quitte le quai n'a rien d'exceptionnel. Dans quelques heures, un autre prendra sa place. La mer ne s'arrête jamais. Elias s'installe dans son bureau et continue son enquête. Benjamin Briggs effectue une dernière fois le tour complet du brigantin.
Ce geste ne figure dans aucun règlement. C'est une habitude, un rituel. Chaque capitaine développe les siens au fil des années. Pour Benjamin Briggs, aucun voyage ne commence avant cette ultime inspection. Il passe lentement devant les embarcations de secours. Les haussières sont correctement levées. Les poulies tournent librement. Les ancres sont parfaitement saisies. Il s'arrête quelques secondes devant la barre. Il pose simplement une main sur le bois poli par des années de navigation. Puis, il reprend sa marche. Le second officier rassemble les derniers documents. Les autorisations sont signées. Les registres sont fermés. Le manifeste de cargaison est rangé dans la cabine du capitaine. À partir de maintenant, le navire appartient à la mer. Benjamin adresse un dernier regard vers le quai. Il aperçoit encore quelques familles venues accompagner des marins. Des enfants agitent la main. Des épouses retiennent leurs larmes. Les départs sont toujours les mêmes. Ils portent la promesse d'un retour, mais aussi la possibilité d'une absence. À cette époque, prendre la mer reste une activité dangereuse. Les marins le savent, leurs familles aussi. Pourtant, la vie continue, parce que le commerce dépend de ces traversées, parce que des milliers d'hommes vivent de la mer, parce que personne ne peut imaginer un monde où les océans cesseraient d'être parcourus. Benjamin donne enfin l'ordre attendu. Les amarres sont larguées. Les lourdes cordes tombent dans l'eau avec un bruit sourd. Les hommes utilisent de longues perches pour repousser doucement le navire du quai. Pendant quelques instants, le Mary Celeste semble immobile. Puis le vent commence à remplir les voiles. Le brigantin répond lentement, très lentement, comme un animal gigantesque qui s'éveille. La coque glisse presque sans bruit. Le quai s'éloigne. Les bâtiments deviennent progressivement plus petits. Les cris des dockers disparaissent peu à peu. La ville recule. L'océan prend sa place. Benjamin Briggs ne regarde plus derrière lui. Son attention est désormais tournée vers l'avant, vers cette ligne invisible où le ciel rejoint la mer. Pour un capitaine, le voyage commence réellement à cet instant. Chaque décision lui appartient, chaque erreur également. Le Mary Celeste franchit bientôt les derniers repères du port. Les pilotes locaux quittent le bord. Le navire est désormais seul. Benjamin Briggs observe une dernière fois les instruments. Le compas indique la route prévue. Le vent reste favorable. Les voiles travaillent parfaitement. Les hommes exécutent leurs tâches avec calme. Tout fonctionne exactement comme ils l'avaient prévu. Aucun marin ne peut encore imaginer que ce départ ordinaire deviendra un jour étudié dans les universités, qu'il remplira des livres, des documentaires, des conférences, des centaines d'articles. Le Mary Celeste n'est pas un mystère. C'est simplement un navire marchand qui traverse l'Atlantique. Et c'est précisément cette simplicité qui intrigue encore les historiens. Les grandes catastrophes annoncent souvent leur arrivée. Une tempête, une panne, une collision, un incendie. Le Mary Celeste n'annonce rien. Les heures passent. La côte américaine disparaît lentement derrière la brume, puis elle cesse complètement d'être visible, devant le brigantin. Il ne reste plus qu'un horizon parfaitement vide. L'Atlantique s'ouvre devant lui, immense, silencieux, indifférent. Benjamin Briggs ne le sait pas encore, mais les archives retiendront ce moment comme la dernière journée dont chaque détail nous est encore connu avec certitude. Après ce départ, les documents deviennent plus rares, les témoins disparaissent, le récit commence lentement à s'effacer, et c'est précisément là que notre enquête commence véritablement. Chapitre 2. Le rythme de la mer. Les premières 24 heures se déroulent exactement comme Benjamin Briggs l'avait prévu. Le vent reste constant. La houle demeure régulière. Le Mary Celeste prend progressivement son rythme de croisière. Pour les passagers, le temps change de nature. À terre, une journée est rythmée par les cloches des villes, l'agitation des rues ou la lumière qui traverse les fenêtres. En mer, le temps appartient au vent, aux marées, aux quarts, aux étoiles. Très vite, chaque homme retrouve les gestes qu'il répète depuis des années. Le pont est lavé dès les premières heures du jour. Les voiles sont inspectées. Les cordages sont retendus lorsque cela est nécessaire. Le bois est vérifié. Les pompes sont actionnées. Les repas sont préparés. Les instruments sont contrôlés. Puis le cycle recommence, jour après jour. La monotonie est souvent présentée comme l'ennemi du marin. En réalité, elle est sa meilleure alliée. Un navire où rien ne change est généralement un navire où tout va bien. Benjamin Briggs le sait. Chaque matin commence de la même manière. Avant même le petit déjeuner. Il monte sur le pont, il observe l'horizon, il lève les yeux vers les nuages, puis vers les voiles, enfin vers la mer. Un capitaine ne regarde jamais l'océan sans raison. La couleur de l'eau, la direction des vagues, la vitesse des nuages, le vol des oiseaux. Chaque détail peut annoncer un changement. La mer parle en permanence. Encore faut-il savoir l'écouter. Benjamin écoute, et ce qu'il entend le rassure. Le voyage se déroule normalement. Les archives ne mentionnent aucune réparation importante, aucune avarie, aucune dispute, aucune sanction disciplinaire. Pour les historiens, cette absence d'événements constitue déjà une information, parce que les journaux de bord racontent rarement uniquement ce qui est spectaculaire. Ils racontent aussi les petites difficultés. Une voile remplacée, une pompe réparée, un marin blessé, une cargaison déplacée.
Ici, rien de tout cela. Le Mary Celeste poursuit sa route comme prévu. Sarah Briggs semble s'adapter rapidement à la vie du bord. Les témoignages conservés décrivent une femme instruite, habituée aux longues traversées. Elle participe naturellement à la vie quotidienne. Elle lit, elle écrit, elle s'occupe de Sophia. La petite fille, elle, transforme progressivement le Brigantin en terrain d'exploration. Le pont devient un immense espace de découverte. Chaque marche représente une nouvelle aventure. Chaque corde mérite d'être touchée. Chaque mouette qui suit le navire provoque un sourire. Les marins prennent parfois quelques instants pour jouer avec elle. La présence d'un enfant modifie toujours l'atmosphère d'un équipage. Même les hommes les plus rudes changent légèrement de comportement. Les voix deviennent plus douces, les gestes plus prudents. Le Mary Celeste transporte désormais bien plus qu'une cargaison. Il transporte une famille. Benjamin Briggs n'oublie jamais cette responsabilité. Il connaît parfaitement les dangers de l'océan. Une chute, une voile qui casse, une vague plus forte que les autres, une maladie. Les risques sont nombreux. C'est précisément pour cette raison qu'il refuse toute négligence. Chaque soir, avant la tombée de la nuit, il effectue une nouvelle inspection, toujours dans le même ordre. Les voiles, le gréement, les embarcations, les panneaux de cale, les pompes, puis seulement, il rejoint sa cabine. Les journées se ressemblent tellement que le journal de bord finit par prendre une apparence presque répétitive. Les positions changent, les chiffres évoluent, mais le ton reste identique. Sobre, précis, professionnel. Aujourd'hui encore, en lisant ces quelques pages, rien ne permet de deviner ce qui va suivre. C'est probablement l'aspect le plus déroutant de toute cette affaire. Les grandes catastrophes laissent généralement des traces avant de se produire. Une inquiétude, une réparation, une décision inhabituelle. Le journal de Benjamin Briggs ne révèle rien de tel. Chaque ligne inspire la confiance. Chaque observation confirme que le voyage se déroule comme prévu. Puis, le 25 novembre 1872 arrive. Benjamin Briggs ouvre une nouvelle fois son journal. Il inscrit la position estimée du Mary Celeste. Le Brigantin se trouve à proximité des Açores. Le temps est bon. Le vent est favorable. La mer reste maniable. Aucune difficulté particulière n'est signalée. Cette dernière page ressemble à toutes les précédentes. Elle ne contient ni avertissement, ni inquiétude, ni appel au secours. Seulement quelques lignes écrites par un capitaine convaincu de poursuivre normalement sa traversée. Benjamin referme ensuite le registre, sans le savoir. Il vient d'écrire les derniers mots authentifiés de cette histoire. À partir de cet instant, les archives cessent de parler. Tout ce qui suit devra être reconstitué. Et lorsqu'une enquête ne dispose plus que du silence, le moindre détail devient une preuve potentielle. Le moindre objet, le moindre document, la moindre absence, peut faire basculer toute une théorie. C'est précisément ce qui attend les hommes du Dei Gratia. Ils l'ignorent encore, mais dans quelques jours, ils découvriront un navire qui répondra à toutes les questions, sauf à la seule qui compte vraiment. Où sont passés les 10 occupants du Mary Celeste? Je continue d'enquêter sur ce dossier et nous arrivons au chapitre 3. Le navire s'envoie. Le Brigantin britannique Dei Gratia navigue depuis plusieurs semaines lorsqu'une silhouette apparaît à l'horizon. Au début, personne ne lui prête une attention particulière. L'Atlantique est vaste, mais il n'est jamais vide. Croiser un autre bâtiment fait partie du quotidien. David Morehouse lève pourtant sa longue vue. Par habitude, par prudence, il observe quelques instants. Le navire semble suivre une route étrange. Il ne remonte pas franchement au vent. Il ne corrige pas sa trajectoire. Il se laisse porter, comme si personne ne dirigeait sa marche. Morehouse continue d'observer. Les voiles sont encore établies. Certaines sont gonflées. D'autres battent irrégulièrement. Le bâtiment n'a rien d'une épave. Il flotte correctement. Il conserve même une vitesse honorable. Puis un détail attire définitivement son attention. Le pont est vide. À cette distance, il devrait distinguer des silhouettes. Un marin dans la mâture. Un homme à la barre. Un officier près des voiles. Rien. Seulement le vent. Et le mouvement du navire. David Morehouse décide de s'approcher. Minute après minute. La silhouette devient plus nette. La coque paraît intacte. Les mâts sont toujours debout. Aucun pavillon de détresse. Aucune fumée. Aucun signal. Le silence devient presque oppressant. Le nom apparaît enfin. Mary Celeste, pendant plusieurs secondes. Le capitaine ne prononce pas un mot. Il connaît ce navire. Il connaît aussi l'homme qui le commande. Ils partageaient encore un repas à New York. Ils avaient parlé du vent, du commerce. Benjamin Briggs lui avait semblé fidèle à lui-même. Calme, posé, méticuleux. Jamais Morehouse n'aurait imaginé retrouver son navire ainsi. Il donne immédiatement ses ordres. Une chaloupe est mise à l'eau. Le second capitaine, Oliver Deveau, prend la tête de l'équipe. 4 hommes embarquent. Ils rament lentement. Plus ils approchent, plus le Mary Celeste paraît étrange. Le vent continue de faire travailler les voiles. Les poulies grincent. Les haubans vibrent. Le bois craque sous l'effet de la houle. Le navire donne l'impression d'être occupé.
Mais aucun être humain ne se montre. Il attend quelques secondes. Le vent emporte sa voix. Il appelle une seconde fois. Ils avancent lentement. Personne. Le pont est parfaitement désert. La barre est libre. Les écoutes sont encore en place. Les voiles ne sont pas affalées. Tout paraît figé, comme si le temps s'était arrêté quelques instants auparavant. Les hommes ouvrent la porte de la cabine du capitaine. Ils découvrent immédiatement les cartes marines, les effets personnels de Benjamin Briggs, sa couchette, ses papiers. Tout est à sa place. Aucun meuble renversé, aucun objet cassé, aucune trace de lutte. Ils poursuivent leur exploration. La cabine de Sarah Briggs est elle aussi parfaitement ordonnée. Les vêtements sont toujours rangés. Les objets du quotidien n'ont pas été emportés. Ils aperçoivent les affaires de la petite Sophia. Quelques jouets, une couverture. Ces objets deviendront rapidement l'un des symboles de cette affaire, car ils soulèvent une question simple. Quel parent quitte volontairement un navire? En abandonnant les affaires de son enfant, les inspecteurs poursuivent leurs recherches. Ils vérifient les réserves. La nourriture est toujours là. L'eau potable également. Le cuisinier n'a pas vidé les placards. Les tonneaux de vivres sont encore pleins. Rien ne laisse penser à une longue période de survie. Ils descendent ensuite dans la cale. Les 1700 tonneaux occupent toujours leur place. La cargaison est presque intacte. Aucun signe de pillage. Aucun signe d'incendie. Aucun signe d'explosion. Les hommes inspectent ensuite les pompes. L'une d'elles fonctionne mal. Une certaine quantité d'eau est présente dans les fonds. Ce détail impressionnera de nombreux auteurs. Mais les spécialistes rappellent aujourd'hui qu'il n'a rien d'exceptionnel. Tous les navires en bois prennent l'eau. C'est précisément pour cette raison qu'ils possèdent des pompes. La quantité retrouvée à bord du Mary Celeste ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'abandon du bâtiment. Puis les inspecteurs remarquent une autre absence. Le canot de sauvetage. Il n'est plus suspendu à son emplacement. Ses fixations sont encore visibles. Mais l'embarcation a disparu. Cette découverte change immédiatement la nature de l'enquête. Le canot n'a pas sombré avec le navire. Puisque le navire flotte toujours, il est donc parti, avec les occupants. Cette conclusion paraît logique, mais elle ouvre aussitôt une nouvelle question. Pourquoi quitter un bâtiment encore capable de naviguer, pour embarquer dans une simple chaloupe? Au milieu de l'Atlantique, les inspecteurs poursuivent leurs recherches pendant plusieurs heures. Ils ouvrent chaque coffre, ils inspectent chaque cabine, ils observent chaque détail. Ils espèrent découvrir un message, une lettre, un carnet, une explication. Mais le Mary Celeste refuse de parler. Plus les hommes cherchent, plus le silence devient lourd. Lorsqu'Oliver Deveau revient enfin à bord du Dei Gracia, il ne rapporte ni survivants, ni réponse, seulement une certitude. Ils viennent de découvrir un navire que personne ne saura expliquer. Et sans le savoir, ils viennent aussi d'ouvrir l'un des dossiers les plus célèbres de toute l'histoire maritime. Chapitre 4. L'enquête commence. Le 13 décembre 1872, le Mary Celeste entre dans le port de Gibraltar. Cette fois, Benjamin Briggs n'est plus à la barre. Le brigantin est conduit par les hommes du Dei Gracia, sur les quais. La nouvelle circule déjà. Un navire retrouvé vide, en parfait état, sans équipage. À Gibraltar, une telle découverte ne passe jamais inaperçue. Le droit maritime est précis. Lorsqu'un bâtiment est retrouvé abandonné en mer, ceux qui le ramènent peuvent prétendre à une importante récompense. Mais avant toute décision, une question doit recevoir une réponse. Le Mary Celeste a-t-il réellement été abandonné ? Ou quelqu'un cherche-t-il à dissimuler un crime? L'affaire est confiée au procureur général de Gibraltar, Frederick Solly Flood. Son nom reviendra souvent dans cette enquête. Flood est un magistrat expérimenté. Il connaît parfaitement les affaires maritimes. Il sait aussi qu'un navire représente parfois une fortune, et qu'une fortune peut pousser certains hommes à mentir. Dès le premier jour, il prend une décision, ne croire personne. Ni les marins du Dei Gracia, ni les armateurs, ni les témoins, uniquement les preuves. Le Mary Celeste est immobilisé. Les experts commencent leur travail. Chaque planche, chaque voile, chaque corde, chaque cabine, tout est examiné. L'enquête durera plusieurs semaines. Les premiers rapports confirment ce que les hommes du Dei Gracia avaient décrit. Le navire est en état de naviguer. Il présente quelques avaries. Rien d'inhabituel après une traversée de l'Atlantique. La coque est solide. Les mâts tiennent parfaitement. Le gouvernail fonctionne. Le gréement demande quelques réparations. Mais aucune ne justifie l'abandon du bâtiment. Les enquêteurs poursuivent. Ils inspectent les cabines une seconde fois, puis une troisième. Ils cherchent le moindre détail oublié, le moindre indice, le moindre message. Ils ouvrent les coffres. Les vêtements sont toujours là, les bottes des marins, les effets personnels de Sarah Briggs, les jouets de Sophia. Rien ne semble avoir été emporté dans la précipitation. Le bureau du capitaine attire particulièrement leur attention. Benjamin Briggs était connu pour son sens de l'organisation. Ses papiers sont soigneusement rangés. Son journal de bord est retrouvé. Les enquêteurs l'étudient ligne après ligne. Ils espèrent y découvrir un changement de ton. Ils n'y trouvent rien.
Le journal s'interrompt simplement, comme si son auteur avait posé sa plume, avec l'intention de revenir quelques minutes plus tard. Cette absence d'explication intrigue immédiatement Frederick Solly Flood. Dans la plupart des accidents maritimes, les journaux de bord racontent les dernières heures. Ils s'arrêtent avant que le mystère ne commence. Les experts poursuivent leurs recherches. Ils examinent ensuite les instruments de navigation. Ils constatent plusieurs absences. Le sextant n'est plus à bord. Le chronomètre de marine non plus. Ces deux instruments sont indispensables pour déterminer précisément la position d'un navire. Un capitaine qui quitte volontairement son bâtiment emporte généralement ses équipements, parce qu'ils peuvent sauver sa vie. Cette découverte change profondément la lecture de l'affaire. Elle laisse penser que Benjamin Briggs n'a peut-être pas fui dans la panique, mais qu'il a organisé une évacuation. Pourquoi? Les enquêteurs ne le savent pas encore. Ils poursuivent leur travail. Les réserves alimentaires sont ensuite inventoriées. Il reste suffisamment de vivres pour plusieurs mois. Aucun signe de rationnement. Aucune tentative de survie. Le Marie-Céleste ne manque de rien, ou presque. Puis vient l'inspection de la cargaison. Les 1700 tonneaux sont contrôlés un à un. Le travail est long, répétitif. C'est pourtant là qu'apparaît le premier véritable indice. 9 tonneaux sont vides, seulement 9. Les autres sont encore pleins. Les experts décident de comprendre pourquoi. Ils démontent plusieurs tonneaux. Ils examinent le bois, les cerclages, les bouchons. Leur conclusion surprend tout le monde. Les 9 tonneaux défectueux n'ont pas été fabriqués avec le même matériau que les autres. Ils utilisent du chêne rouge, un bois moins étanche, plus poreux. Avec le temps, les vapeurs d'alcool peuvent lentement s'échapper, sans qu'aucune fuite liquide ne soit visible. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'une piste. Pas d'une réponse, simplement d'une piste. Frederick Solly Flood referme son carnet. Il regarde une dernière fois le Marie-Céleste. Puis il note une phrase qui résume parfaitement son état d'esprit. Les faits existent. Ils ne racontent pas encore la même histoire. Cette phrase pourrait résumer toute l'enquête. Car plus les preuves s'accumulent, moins elles semblent conduire vers une conclusion évidente. Au contraire, chaque indice semble répondre à une question, puis en faire naître deux nouvelles. Le Marie-Céleste commence alors à changer de statut. Il n'est plus seulement un navire abandonné, il devient un mystère. Et les mystères ont une étrange manière de survivre au temps. L'enquête continue, nous en sommes au chapitre 5. Ce que nous savons. Une enquête ne progresse pas uniquement grâce aux réponses qu'elle apporte. Elle progresse aussi grâce aux erreurs qu'elle élimine. Avant de chercher ce qui a pu arriver au Marie-Céleste, il faut d'abord comprendre ce qui n'est probablement pas arrivé. Commençons par les faits. Ils sont peu nombreux, mais ils sont solides. Premier fait, le Marie-Céleste n'a pas sombré. Lorsque le Dei Gracia le découvre, le navire flotte toujours. Sa coque est intacte, ses mâts sont debout, ses voiles permettent encore de naviguer. Un bâtiment qui coule ne continue pas sa route. Deuxième fait, la cargaison est toujours présente. Plus de 1700 tonneaux d'alcool industriel occupent encore les cales. Un pirate n'abandonne jamais une fortune. Troisième fait, les effets personnels sont restés à bord. Les vêtements, les coffres, les objets de valeur. Tout est encore là. Si l'équipage avait préparé une longue fuite, pourquoi abandonner presque toutes ses affaires? Quatrième fait, le canot de sauvetage a disparu. Ce détail paraît presque anodin. Il est essentiel. Le canot représente probablement le seul moyen par lequel les occupants ont quitté le navire. Cinquième fait, le sextant et le chronomètre de marine manquent également. Benjamin Briggs ne serait jamais parti sans ces instruments. Ils permettent de connaître sa position. Sans eux, naviguer en pleine mer devient presque impossible. Le capitaine les a probablement emportés. Ce simple détail laisse penser que l'abandon du navire n'était pas totalement improvisé. Sixième fait, le journal de bord s'interrompt brutalement. Aucune page n'a été arrachée. Aucune phrase mystérieuse, aucun appel à l'aide, seulement le silence. À partir de là, les certitudes s'arrêtent, relèvent de l'interprétation. Et c'est précisément ici que naissent les légendes. La première évoque une attaque de pirates. Elle apparaît presque immédiatement après la découverte du navire. À première vue, l'idée paraît crédible. L'Atlantique est encore parcouru par des navires peu recommandables. Mais très vite, les enquêteurs se heurtent à une contradiction. Pourquoi des pirates laisseraient-ils derrière eux une cargaison aussi précieuse? Pourquoi abandonneraient-ils les objets de valeur? Pourquoi repartiraient-ils sans le navire lui-même? Plus les historiens examinent cette théorie, moins elle résiste. Elle finit progressivement par être abandonnée. Une seconde hypothèse apparaît, la mutinerie. Peut être que l'équipage s'est révolté contre Benjamin Briggs. L'idée inspire plusieurs romans. Elle sera reprise dans des films. Mais les archives racontent autre chose. Benjamin Briggs jouit d'une excellente réputation. Ses marins sont expérimentés. Aucun conflit n'est mentionné. Aucune blessure n'est observée. Aucune trace de violence. Une mutinerie laisse presque toujours des preuves. N'en présente aucune. Cette théorie disparaît à son tour.
Reste alors l'explication la plus naturelle. La tempête. Depuis toujours, la mer est capable de faire disparaître les meilleurs marins. Une vague immense, un ouragan, une succession de rafales. Toutes ces situations existent, mais une nouvelle fois, les faits résistent. Le navire est trop peu endommagé. La cargaison est encore correctement arrimée. Les voiles sont utilisables. Le bâtiment poursuit même sa route. Les spécialistes sont aujourd'hui presque unanimes. Le Marie Céleste a certainement rencontré du mauvais temps. Mais rien ne permet d'affirmer qu'il a affronté une tempête suffisamment violente pour justifier son abandon. Les théories les plus extraordinaires apparaîtront beaucoup plus tard. Des monstres marins, des enlèvements, des fantômes, des phénomènes paranormaux. Puis, au XXe siècle, les Triangles des Bermudes. Cette idée deviendra si populaire qu'elle sera souvent présentée comme une évidence. Le Marie Céleste ne naviguait absolument pas dans cette région. Les cartes sont formelles. Des milliers de kilomètres séparent les deux lieux. Cette théorie ne repose sur aucun élément historique. Elle appartient à la culture populaire, pas aux archives. Alors, que reste-t-il? Une dernière piste. Peut être la plus crédible, mais aussi la plus frustrante. Les vapeurs d'alcool. Les experts savent aujourd'hui que plusieurs tonneaux pouvaient laisser échapper des gaz extrêmement inflammables. Imaginons un instant Benjamin Briggs découvrant une forte odeur dans la cale. Imaginons qu'il redoute une explosion. Imaginons qu'il décide, par prudence, de faire évacuer momentanément le navire. Le canot est mis à l'eau. Une haussière relie encore les deux embarcations. L'équipage attend que le danger disparaisse. Quelque chose rompt cette fragile sécurité. Une rafale, une vague, une corde qui casse. Le Marie Céleste s'éloigne. Le vent reprend possession des voiles. Le brigantin continue seul sa traversée. Le canot disparaît peu à peu derrière lui. Cette hypothèse explique beaucoup d'éléments. Le caractère prudent de Benjamin Briggs, la disparition du canot, les instruments de navigation emportés, l'absence de violence, le bon état général du navire. Mais elle possède une faiblesse, une seule, et elle est immense. Aucune preuve ne confirme qu'une telle scène s'est réellement produite. Aucun survivant, aucun document, aucun témoin, seulement une succession d'indices, qui semblent s'emboîter, sans jamais former une certitude. C'est là toute la différence entre une hypothèse et une vérité. Les archives nous permettent parfois de nous approcher très près de la réalité, mais il arrive aussi qu'elles nous rappellent une évidence. Certaines réponses disparaissent avec ceux qui les emportent. Conclusion. Il existe une phrase que les enquêteurs apprennent très tôt. Les faits ne mentent jamais. Ce sont les hommes qui les interprètent. Le dossier du Marie Céleste en est l'illustration parfaite. Depuis plus de 150 ans. Les preuves sont les mêmes. Les rapports n'ont pas changé. Le journal de bord est toujours le même. Les témoignages également. Les conclusions, elles, continuent de diverger. Parce qu'un mystère ne se résume jamais à ce que nous ignorons. Il se construit aussi autour de ce que nous croyons savoir, pendant des décennies. Des écrivains ont ajouté des détails qui n'ont jamais existé. Ils ont imaginé des repas encore chauds sur la table, des tasses de café abandonnées, des montres arrêtées à une heure précise, des conversations interrompues. Ces scènes sont devenues célèbres. On les retrouve dans des romans, dans des films, dans des documentaires. Le problème, c'est qu'aucune ne figure dans les archives. Aucun enquêteur ne décrit un repas encore fumant. Aucun rapport officiel ne parle de tasses renversées. Aucune preuve ne vient soutenir ces images. À force d'être répétées, elles ont fini par remplacer la réalité. C'est précisément pour éviter cela que nous avons ouvert ce dossier. Les archives ne promettent pas des réponses. Elles promettent seulement des faits. Et parfois, les faits sont déjà suffisamment fascinants. Un navire quitte New York. Son capitaine est expérimenté. Son équipage est compétent. La météo est favorable. Quelques semaines plus tard, le même navire est retrouvé. Il flotte toujours. Sa cargaison est intacte. Ses voiles sont encore dressées. Les vivres sont encore présents. Le canot a disparu. Les 10 personnes qui se trouvaient à bord ne seront jamais retrouvées. Voilà ce que nous savons. Tout le reste n'est que tentative d'explication, malgré toutes les recherches, malgré les progrès de l'histoire maritime, malgré les expertises modernes. Le Marie Céleste refuse toujours de livrer son dernier secret. Peut-être précisément pour cette raison que son nom traverse les générations. Parce que l'être humain accepte difficilement les histoires sans conclusion. Nous avons besoin d'une explication, d'un responsable, d'une certitude. Le Marie Céleste ne nous offre rien de tout cela. Seulement une question vieille de plus d'un siècle, qui continue de défier tous ceux qui cherchent à y répondre. Elias ferme doucement le journal de bord. Ses doigts restent quelques instants posés sur la couverture usée. Le silence s'installe, un silence presque respectueux, comme si les archives elles-mêmes hésitaient à refermer ce dossier. Puis il saisit le tampon posé devant lui. Il le regarde un instant. L'encre est encore fraîche, le geste est lent. Le tampon descend sur la dernière page. Non résolu. Le bruit résonne dans la pièce. Sec, définitif.
Elias laisse sécher l'encre quelques secondes, puis il referme le dossier. La reliure craque légèrement. Il se lève, traverse lentement la bibliothèque. Des centaines de dossiers remplissent les étagères. Certains portent des noms célèbres, d'autres sont presque illisibles. Tous racontent une histoire inachevée. Il replace le dossier Mary Celeste à sa place. Sa main glisse alors sur les reliures voisines, une, puis une autre. Enfin, elle s'arrête. Un nouveau dossier, plus ancien. Sa couverture est assombrie par le temps. Aucune illustration, seulement quelques mots frappés à l'encre noire. Dossier 002, l'expédition Franklin. Elias esquisse un léger sourire. Il ne l'ouvre pas encore. Il pose simplement la main dessus, comme s'il prenait le temps d'écouter ce que les archives ont encore à raconter. Puis il relève les yeux. Chaque dossier refermé en ouvre toujours un autre. Les réponses que nous cherchons ne se trouvent pas au bout de l'enquête, mais dans le chemin parcouru pour les découvrir. Merci d'avoir consulté les archives. Nous nous retrouverons très bientôt pour ouvrir un nouveau dossier. Les archives ne livrent jamais tous leurs secrets, mais elles en cachent toujours un autre.